Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 84, 5, je ne sais même plus. C'est un Texama Show spécial CES parce que genre il y a énormément de news. Je vous rappelle, le CES c'était un salon de l'électronique qui se passait à Las Vegas et il y a vraiment de tout là-bas. C'est dès qu'il y a de l'électronique dedans, ça peut être au CES. Donc ça passe de la machine à laver en passant par le frigo avec un écran dessus et en terminant par une carte graphique. Genre, vraiment, n'importe quoi qui est de l'électronique, c'est au CES. Du coup, il y avait énormément de news, il y avait énormément de produits présentés. Pour faire un petit résumé rapidement un peu des tendances qu'on a vues cette année-ci, parce qu'il y a toujours des tendances chaque année. La première tendance est évidemment celle qui continue de l'Internet of Things, donc l'Internet des choses. C'est tout simplement mettre des fonctionnalités connectées à n'importe quel appareil. Genre, oh, regardez une tablette connectée, c'est normal. Cette paire de ciseaux connectés qui compte le nombre de fois que vous coupez du papier. Vous voyez, ce genre de choses. Ça, c'est toujours la tendance chaque année. Il y a des produits ridicules. À mon avis, vous pouvez trouver des tops sur certains sites de produits ridicules qui sont vraiment, alors vraiment ridicules. Comme il y a des produits assez intelligents des fois. Personnellement, je suis en train de préparer mentalement et en train de regarder pour justement préparer un petit peu quelques vidéos sur l'Internet des choses parce que je trouve que c'est assez intéressant et c'est de toute façon quelque chose qui va arriver, donc il faut en parler selon moi. Et j'aimerais préparer surtout des vidéos sur le fait de faire soi-même ces choses connectées, pas utiliser des choses tout faites par des marques qui va vous espionner ou je ne sais quoi, ou qui va les utiliser, ou alors juste un truc tout bête, hein, même si vous n'êtes pas en mode ouais, j'ai pas envie de me faire espionner, juste si une marque fait faillite ou si une marque dit non, on supporte plus ce produit, votre produit connecté, bien souvent il ne marche plus, c'est déjà arrivé par le passé. Donc je ferai certainement une série là-dessus. Donc première tendance, c'était des choses connectées. Vous aviez aussi tout ce qui était TV Weka, qui là vraiment maintenant, alors l'année dernière c'était plutôt hey, regardez, on a des TV Weka. Maintenant là vraiment, il y en a qui vont sortir prochainement. Il y en a même des assez impressionnantes qui ont été présentées. On en verra une après dans une news. Mais c'était une autre des tendances. Une autre tendance qu'on a vue aussi, c'était au niveau des voitures autonomes. Enfin, on a vu quelques trucs ici, évidemment, mais ça reste toujours en cours de préparation. Donc ça, il n'y avait pas vraiment d'annonce concrète en mode « Oui, alors voilà notre voiture autonome, elle sort dans 3 mois. » Non. Il y avait bien un truc de taxi que j'ai vu, autonome, qui pourrait être sympathique, mais ça reste... Là, c'est comme les TV Weka l'année dernière, ça reste présenté, mais pas vraiment sorti. Et puis, si on parle... Alors, il y avait aussi, évidemment, beaucoup de produits un peu spécifiques, genre les drones et tout ça, il y a toujours chaque année. Les montres connectées, il y en a un petit peu moins, vu que le marché est un petit peu mort, mais c'est pas grave. Vous avez aussi tout ce qui est smartphone, évidemment, il y en a quelques-uns qui sont présentés lors du CES. Il n'y en a pas trop eu cette année de gros présentés, par contre. Genre même pas... Il y a eu bien le téléphone pliable de Royal, une marque un peu inconnue chinoise. Je l'avais présenté dans un précédent Texama Show, ils l'ont un peu montré, enfin ils l'ont montré, il est disponible à partir de maintenant, il me semble, en Chine, mais ça reste un petit peu, selon moi, bancal, et on est un petit peu trop tôt pour... Ce genre de truc, il faut pas être le premier, selon moi. Enfin, être le premier ne sert à rien. Ou alors, il faut être le premier en ayant bien fait la chose. Et selon moi, eux n'ont pas fait correctement la chose à fond, donc ouais. Ça marche, mais ça pourrait mieux marcher. Ok, donc ça, c'était un peu des tendances. Au niveau hardware, donc niveau plus genre gaming ou je ne sais quoi, il y a aussi, évidemment, quelques tendances. La tendance RGB continue à pleine force, genre à un point inimaginable. Il y avait par exemple, si vous regardez, s'il y en a qui veulent d'ailleurs juste regarder vite fait sur YouTube, c'était Thermaltake qui a carrément un bureau, même un bureau standing desk. J'aimerais bien un standing desk en plus. Full RGB, genre il y a une bande RGB tout le long du bureau. Ils avaient le boîtier RGB à côté, les périphériques RGB, l'écran RGB. Pas juste genre la dalle de l'écran, genre le tour de l'écran RGB. C'était full RGB quoi. Et apparemment c'était assez éblouissant d'être sur cet ordinateur. Donc je suis pas totalement convaincu. Donc le full RGB, tout ça, il y a forcément à chaque année. Et sinon, on va avoir quelques news justement niveau hardware. Il y a eu des grosses présentations. Mais avant ça, première news, on en revient justement à LG, qui a du coup annoncé... Ils ont annoncé pas mal de nouvelles TV. Bizarrement, cette vidéo YouTube n'a l'air plus d'être en ligne. Ils ont annoncé plusieurs TV Weka, d'ailleurs, plus traditionnelles, donc vraiment comme une TV normale, juste très grand format avec une dalle Weka dedans. Alors, pour information, le Weka, c'est 4 fois un écran 4K. Donc, c'est pas juste
x2, c'est x4, parce que c'est x2 en largeur, x2 en hauteur, donc ça fait x4 évidemment. Donc ça fait 4 écrans 4K. Un écran 4K, c'était déjà 4 fois un écran Full HD, donc un écran 1920 par 1080 pixels. Donc ça veut dire qu'un écran 8K, c'est 16 fois, oui, 16 fois la résolution d'un écran Full HD. C'est juste pour vous donner une indication de juste la quantité de pixels qu'il y a là-dedans. Donc autant le dire tout de suite, on n'en verra pas trop niveau gaming pour le moment, c'est juste vraiment genre pour le contenu. Vous allez me dire, mais alors, quel contenu? Est-ce qu'il y a des trucs en 8K? Non, pas vraiment. Il y a des caméras 8K qui existent, hein. Vous avez la RED et tout ça. Il y a pas mal de, même maintenant, de caméras 8K qui commencent à exister, mais ça reste très niche. Et surtout, les films qui sortent en 4K. Parce que c'est le format actuel pour le cinéma et tout ça qu'ils utilisent. C'est le 4K. Donc, à l'heure actuelle, je vais être très honnête, acheter une TV 8K ne sert strictement à rien. Il n'y a pas le contenu, ça coûte très cher et tout ça. Mais, voyez le bon côté des choses, et je le dis à chaque fois, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie niveau TV, c'était la même chose avec la 3D et tout ça, chaque fois, ça baisse le prix des modèles plus conventionnels. Donc les TV 4K, qui coûtent déjà vraiment pas cher en ce moment, vont encore plus baisser de prix parce que les TV 8K vont prendre la place du haut de gamme, vont sortir à 3000 et des euros, là où il y avait des TV 4K à la base, et du coup ces TV 4K qui sont très haut de gamme vont passer à plus 2000, et puis celles qui étaient à 2000, qui étaient de TV 4K haut de gamme, mais pas les ultra haut de gamme, elles vont passer à 1000, et ainsi de suite. Vous voyez, ça compresse le marché un petit peu, et ça pousse certaines TV en dehors du marché même. À mon avis, les TV qui vont sortir du marché, c'est peut-être les anciennes résolutions en HD, même pas Full HD, juste HD, qui vont se faire éjecter. Il y en a encore, mais c'est de plus en plus rare. Et on va même commencer à voir les TV Full HD éjectés du marché, et ça m'étonnerait même vraiment pas, de petit à petit de les voir vraiment disparaître. Il en restera quelques modèles évidemment, mais il y en aura de moins en moins. Donc c'est une bonne chose pour tout le monde, parce que même si vous n'utilisez pas le 4K, si vous pouvez l'avoir au même prix, et que la TV est aussi bonne, et que plus tard vous pourrez peut-être l'utiliser quand il y aura plus de contenu en 4K, que les connexions seront meilleures, tout le monde est bénéfique. Et si ça permet d'avoir une TV même Full HD encore moins chère, c'est encore une fois bénéfique. Donc voilà. Moi, c'est pour ça que ça m'intéresse surtout quand il y a des TV comme ça qui sortent. Toutefois, ils ont aussi présenté un autre truc. On en arrive. Est-ce que ouais, la vidéo n'est pas disponible, je sais pas pourquoi. Ils ont présenté cette TV qui, comme vous pouvez le voir, et prenons la vidéo de MKBHD. D'ailleurs, bonne vidéo, j'avais oublié de la like. Alors, il a une vidéo pas trop mal là-dessus, sur le sujet. En plus, elle est très courte, elle permet de voir vraiment. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est fermé. C'est une boîte en aluminium, on dirait, avec un peu de fabrique devant. Il y a évidemment des speakers et tout ça derrière, un petit subwoofer certainement. Donc plutôt classique, hein, c'est une barre de son. Mais en fait, la TV est enroulée dedans, littéralement enroulée. Et on peut voir un petit peu justement le système d'enroulement plus de loin dans la vidéo. Donc vous voyez à quoi elle ressemble quand elle se baisse. Donc elle peut baisser et relever évidemment. Vous pouvez l'arrêter à juste avant qu'elle arrive à la fin. Comme ça, vous voyez, avec juste une barre de trucs qui vous permettent de contrôler la musique et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, là, on voit un petit peu les trucs, vous allez voir un petit peu mieux, voilà. On voit, c'est un peu comme une porte de garage, en quelque sorte. Vous voyez, c'est séparé en segments horizontal qui se plient l'un sur l'autre, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas exactement comment il la plie. Je pense pas qu'elle s'enroule, personnellement. J'ai l'impression plutôt qu'elle se... un peu comme comment dire, comme une porte de garage, en fait, j'ai l'impression. Enfin, certaines portes de garage. Mais ouais, ça a l'air de vraiment... pas forcément s'enrouler en rond ou autre chose, ça a l'air de plutôt se déposer d'une manière structurée au fond du caisson, justement. Et on voit assez bien ce système-là. Et il y a aussi deux bras, comme vous pouvez voir. Voilà, il le montre. Il y a deux bras qui... C'est assez classique si vous avez déjà vu beaucoup de projecteurs rigides, semi-rigides et tout ça. Utilise souvent ce principe-là, juste deux bras qui sont comme ça, et puis quand vous soulevez, ça finit comme ça, et ça apporte pas mal de rigidité. Vous avez la même chose, par exemple, avec le Elgato green screen, c'est le même genre de choses. Donc ça, c'est pas de la haute technologie ou autre chose, mais ça marche plutôt bien, donc pourquoi s'embêter à redesigner la roue alors qu'il y a ça. Et du coup, c'est une TV 8K, évidemment. Elle devrait sortir courant de l'année. Elle va coûter extrêmement cher. Si je devais deviner... je dirais minimum
allez, 15 000 €, ouais, certainement. Donc, c'est clairement une TV soit pour les gens très riches, ou soit pour les entreprises pour faire joli, vous voyez, genre, quand vous êtes dans une zone, dans un endroit de meeting, vous êtes en mode, attendez, je sors ma TV, ouais, ça impressionne les clients, voilà, c'est génial. Et du coup, c'est à peu près tout, franchement. C'est basiquement ça. C'est une TV OLED, évidemment, ça semble logique, et mon téléphone sonne, et il n'y a rien de vraiment plus spécial à propos de ça. Elle fait, il me semble. D'ailleurs, les TV 8K qui vont sortir, pour information, il y a très peu de tailles disponibles. Il me semble que c'est juste du 88 pouces, quelque chose comme ça, ce qui est assez énorme niveau taille, mais il y a pas plus en gros. Donc si vous voulez une TV 8K, ben, faites-vous plaisir, je suppose. Ensuite, passons un petit peu niveau hardware, et notamment les présentations des 3 grandes marques, on va dire, niveau hardware. On a Intel d'abord, qui a été le premier d'ailleurs à faire les présentations. Donc Intel, quelques plans pour 2019, ils ont Ice Lake, Lakefield, et le projet Antenna qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est justement Lakefield, qui est du coup une sorte de... Je sais pas s'ils ont d'autres images. Ah, c'est dommage, ils n'ont pas d'autres images. En gros, ils ont mis un processeur, la RAM, donc juste vraiment la RAM, tout ça, tout sur un même die en 3D en quelque sorte. Donc en gros, le processeur est peut-être en bas, et puis ils mettent la RAM par-dessus, et puis un autre truc encore par-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise que depuis très peu d'années, mais en gros, stacker des choses l'une sur l'autre. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qui était microprocesseur ou autre chose, c'était en 2D. C'était en 2D. Il y avait le microprocesseur, des points d'entrée par en bas, avec des pins ou autre chose, et c'était toute la 3D qu'il y avait là-dedans. Donc... on a d'abord utilisé cette technologie sur la mémoire. Donc, par exemple, les SSD, tout ça, utilisent déjà beaucoup de la mémoire en 3D. Ça veut dire qu'ils stackent plusieurs trucs de mémoire l'un sur l'autre. Ça permet d'économiser de l'électricité parce que ça prend moins de place. Et l'électricité, une des grosses pertes d'électricité dans l'électronique, c'est quand ça prend de la place, tout simplement parce que plus l'électricité doit faire de chemin, plus vous pouvez avoir de pertes, surtout si ce chemin, c'est carrément dans du silicium qui reste pas mal efficace pour transférer l'électricité, mais il n'est pas aussi efficace que par exemple du cuivre ou autre chose. Donc dès que ça va dans le silicium, vous avez une perte d'électricité qui va se faire quoi qu'il arrive. Donc si vous pouvez diminuer la taille au maximum de ce silicium, c'est une bonne chose. Donc ils ont tout stacké dessus, et comme c'est pas un processeur haut de gamme, hein, c'est un processeur même assez classique. Il a 4 cœurs genre Atom, donc c'est les cœurs de leurs processeurs les plus petits chez Intel, donc c'est vraiment basse puissance, et un cœur, on va dire un petit peu comme un Core i7 en quelque sorte, haute performance, et ils ont basiquement que ça, et c'est genre, ça va être un truc qui va consommer genre 5 watts maximum, donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de stacker, parce que il n'y a pas tant de chaleur que ça qui est produite. Vous ne pourriez pas stacker, utiliser ce genre de technologie de stackage, par exemple, sur un vrai CPU, genre d'ordinateur fixe. Ce serait genre une très mauvaise chose. Par contre, c'est plutôt intéressant comme technologie, parce qu'on pourrait se dire, hey, pourquoi les constructeurs de téléphones ne font pas, enfin, pas les constructeurs de téléphones, genre, les Snapdragon, pourquoi ils n'utilisent pas une technologie pareille? Ça permettrait d'économiser de la place, énormément de place d'ailleurs. Et ça permettrait d'économiser de l'électricité et tout ça. Parce que quand vous démontez un téléphone, il y a une carte mère dedans, comme un ordinateur fixe, et il y a le processeur, il y a la RAM, il y a le stockage. Vous voyez, tout est un peu l'un à côté de l'autre. Alors que si on peut avoir tout au même endroit, bon, peut-être pas tout, parce que sinon ça peut prendre pas mal de place aussi dans ce sens-là, hein. Et dans un téléphone, on n'a pas non plus énormément d'épaisseur, mais si on pouvait genre au moins stacker la RAM et le stockage du téléphone, ça permettrait d'économiser pas mal de place. Et ce serait logique en plus. Donc ouais, ça c'est... Au final, selon moi, c'est le truc le plus intéressant qu'a montré Intel lors de cette présentation. Même si évidemment, c'est pas pour les PC fixes en mode max de puissance ou autre chose, mais c'est quand même très intéressant. Il y a aussi les Ice Lake en 10 nanomètres, finalement, oui, qui sortent. Ils avaient déjà été annoncés, donc il n'y a pas vraiment, pour le moment, de gros processeurs prévus là-dessus, hein. C'est du 15 watts, c'est pour ordinateur portable et tout ça. Je vous rappelle, c'est ceux qui avaient justement une partie GPU un petit peu plus puissante. Ils voulaient améliorer ça un petit peu. J'avais vu ça on avait vu ça justement dans un précédent Texama Show. Et du coup là, ils représentaient un petit peu, là on revoit un peu la line-up, et notamment le fait que oui, c'est confirmé, on a bien des processeurs en KF, donc oui, un i7 9900K,
KF, qui a donc pas de partie graphique, qui a exactement les mêmes specs, vous voyez, même fréquence, même tout est le même, basiquement. C'est juste qu'il n'y a pas de partie graphique dedans. On n'a pas les prix pour le moment et c'est ça qui m'intéresserait le plus parce que, on va être très honnête, les Core i9 actuels coûtent assez cher. Alors, là, c'est vraiment là, c'est... Il y a un truc qu'il faut savoir avec tout ce qui est tech, c'est que vous savez, il y a beaucoup de gens qui regardent en anglais. Moi, personnellement, je regarde beaucoup de vidéos tech et tout ça en anglais. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'avec les vidéos en anglais, ils parlent souvent du marché américain. Et le marché européen est totalement différent à ce niveau-là parce que, par exemple, aux États-Unis, vous pouvez avoir le i9 9900K pour genre 500 $. En Europe, vous ne l'avez pas pour 500 $. Vous l'avez pour 600 et des euros, genre 630 € si je me souviens bien. Il était à 699 avant. Donc il est juste énorme niveau prix. Donc nous, on a encore plus d'intérêt à avoir un truc pareil. Parce que si vous voulez vraiment l'i7 9900K, qui est, même s'il coûte très cher et qui consomme un peu beaucoup d'énergie, ça reste le processeur le plus puissant qui existe pour jouer. Genre vraiment, il n'y a pas de meilleur processeur pour jouer. Mais à quel prix, évidemment. Du coup, si on peut avoir une version moins chère, ça pourrait être cool. Bon, après, je vais être très honnête, ne vous attendez pas à des miracles. Je prévois genre 50 $ en moins. Donc, il sera 430 $ au lieu de 480 certainement. Et aussi, en Europe, il sera genre 50 € moins cher certainement. Donc, ne vous attendez pas à des miracles. Et personnellement, je suis en mode... Bon, quitte à dépenser 600 € pour un processeur, autant mettre 50 € en plus pour avoir une partie graphique qui peut dépanner si vous avez un problème. Ça, c'est justement un truc qui... C'est pas vraiment un désavantage par rapport à AMD, évidemment, mais AMD, sur leurs gros processeurs, les Ryzen 7 et tout ça, ils n'ont pas de partie graphique. C'est-à-dire que si votre carte graphique tombe en panne, ou si vous n'avez pas encore tout à fait l'argent pour acheter votre carte graphique, ou qu'il y a du temps pour qu'elle soit livrée ou autre chose, mais vous avez au moins quelque chose pour utiliser le PC, le tester, voir si tout va bien, quoi. Et puis juste mettre la carte graphique ou remettre la carte graphique si elle avait un problème. Donc pour moi, ça vaut parfois la peine. Après, ça dépendra de la différence de prix et tout ça. Et faut voir. Hein. Si c'est juste une différence de prix de 20 €, honnêtement, là, franchement, enfin, je veux dire, ça vaut pas la peine, quoi, de perdre un tel avantage. Même si vous ne l'utiliserez pas forcément énormément, ça peut être bien. Parce que aussi, vous pouvez brancher des écrans secondaires dessus. Ça peut être ça, ça peut être bien. Parce que si vous branchez un écran secondaire, c'est dire que c'est la partie graphique du processeur qui gère cet écran secondaire. Et donc, ça permet de décharger légèrement la partie graphique, justement, principale. Et même d'économiser un petit peu au niveau de la consommation électrique et tout ça. Donc, ouais. Bon, dans tous les cas, c'était la présentation Intel. Il y avait quelques trucs intéressants, évidemment. Hein. Surtout ce processeur, comme j'ai dit, multistack et tout ça. Ils ont aussi parlé, justement, un petit peu de 5G, tout ça. Mais bon, c'est... et il me semble aussi, oui, il prévoit un nouveau programme. Alors, il y avait le programme Ultrabook. Les Ultrabook, vous les connaissez. C'était Intel qui avait lancé l'Ultrabook. Ils avaient créé ce nom-là exprès pour faire du marketing autour et ça a plutôt bien marché. Et apparemment, ils sont associés à plein de marques. Ils n'ont rien dit, en fait, c'est ça le pire. Ils sont associés à plein de marques pour créer quelque chose d'autre. Je sais même plus, c'est Antenna, justement, ça s'appelle. Ils n'ont pas vraiment dit plus de détails, mais ils ont dit qu'ils s'associent à plein de marques pour faire ça. Et en mode, génial Intel, mais on aimerait bien avoir plus de détails. Bon, ça, c'est dû au fait que le CES aussi reste un salon orienté business, et du coup il y a beaucoup de déclarations très business, vous voyez, genre on fait des trucs incroyables, mais ils ne montrent pas les trucs, mais c'est juste pour les investisseurs, vous voyez, pour montrer, et regardez, on a annoncé des trucs incroyables, même si on a présenté rien d'incroyable, mais c'est génial. Ensuite, on va passer à Nvidia qui a du coup annoncé, on s'en doutait, la RTX 2060. Alors, c'est un peu un sujet selon moi compliqué. Alors, la RTX 2060 est du coup techniquement la remplaçante de la 1060, techniquement. Elle a à peu près un niveau de puissance d'une GTX 1070 Ti, donc elle est un peu plus loin qu'on ne le pensait d'une 1080, malheureusement. Alors, elle a les fonctionnalités de ray tracing et tout ça, d'où le nom RTX. Elle a un TDP de 160 watts, un 8 pins, 6 Go de RAM. Donc apparemment, le truc qu'on avait avec Gigabyte, qui aurait des modèles 5 Go et tout ça,
semble pas vraiment confirmé. En tout cas, Nvidia n'a pas annoncé de modèle avec différentes quantités de RAM. Bien qu'il y ait des rumeurs pour une GTX 1160, qui elle serait une 2060 mais sans les fonctionnalités RTX, donc avec un GPU plus petit du coup, et qui du coup coûterait moins cher. Mais du coup voilà. Maintenant, le problème selon moi avec cette carte, le prix. 349 $, donc ça veut dire 349 € basiquement, et plus si affinité. À mon avis, ça va être plutôt 400 €. Du coup, elle est exactement au même prix qu'une GTX 1070 Ti. Vous allez me dire, c'est normal, elle a le même niveau de puissance. Personnellement, non, je ne trouve pas ça normal parce que c'est une nouvelle carte graphique d'une nouvelle génération, donc elle devrait être plus puissante pour moins cher. C'est comme ça que ça marche normalement. Enfin bref. Et du coup, ben, ça reste genre, c'est une bonne carte. Je veux dire, c'est réellement une bonne carte. Mais elle est juste trop chère. Et aussi, le RTX ne sert pas à grand chose parce que, on l'a déjà vu, la 2080 Ti, voilà, ça tourne le RTX. 2080, voilà, ça commence à être un peu limite. 2070, il y a déjà limite plus d'intérêt, franchement. Si vous regardez la plupart des reviews du ray tracing, et je vous rappelle aussi d'ailleurs qu'il y a un seul jeu qui supporte le ray tracing après autant de mois, donc voilà. Donc si vous regardez toutes les... Non, il y en a 2 maintenant. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Il y a une augmentation de 100% du nombre de jeux qui supportent le ray tracing. Il y en a 2 maintenant. Et du coup, si vous regardez la plupart des reviews, c'est juste genre... Une 2070, déjà, c'est trop limite. Et la RTX 2060 est encore moins puissante. Donc, basiquement, genre, ça vaut pas la peine. Le ray tracing sur une telle carte ne vaut pas la peine. À part peut-être si plus tard, genre, il y a des programmes professionnels qui arrivent à en tirer parti, peut-être, ça pourrait valoir la peine pour quelqu'un qui l'utilise. Mais pour un gamer, juste, ça sert à rien, franchement. Ça sert vraiment à rien. Vous dépensez de l'argent pour rien. Surtout qu'elle coûte beaucoup plus cher et tout ça. Donc, c'est pour ça que je reste très partagé là-dessus et que je dis que c'est compliqué. C'est parce que c'est une bonne carte, mais elle est trop chère et elle a le ray tracing qui sert à rien. Et ça va un peu de pair. Le ray tracing qui sert à rien, c'est ça qui augmente le prix, enfin selon Nvidia. Du coup, ben, s'il y a réellement une GTX 1160, ce serait une bonne chose. Mais à condition évidemment qu'elle sorte genre 100 $ en moins. Pour moi, elle doit sortir à 249 $. Elle doit sortir sur la barre des 300 €. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, ce n'est pas une vraie upgrade. Là, on finit dans... limite, on est dans le marché des téléphones ici. Genre, il y a un téléphone qui sort chaque année. Il coûte plus cher. Ça veut dire que les avantages qu'il a par rapport à l'année dernière, au final, il n'y a aucun avantage en fait. Ça coûte juste plus cher. Donc, c'est un peu ce qu'on a en ce moment. Donc, il y a beaucoup de reviews. Je vous mettrai dans la description comme d'habitude. Mais basiquement, je vous le dis, c'est très proche d'une GTX 1070 Ti, mais pour le même prix. Donc, oui, il y a le RTX. Oui, elle consomme un petit peu moins et tout ça, mais pour moi, ça vaut juste pas la peine en fait. Surtout qu'il me semble que la GTX 1070 Ti a plus de RAM vidéo. Donc, ça veut dire qu'elle est techniquement plus future-proof. Ce qui est assez ironique quand on y pense, mais bon, c'est pas grave. Donc, ouais, dans tous les cas, on verra le prix final en Europe. À la sortie, elle doit sortir dans quelques jours normalement, donc on le verra au prochain Texama Show. Mais personnellement, je vous dirais, si vous devez acheter une carte graphique, attendez juste voir vraiment le prix, tout ça. Mais basiquement, ce que je dirais, c'est si vous pouvez l'avoir au même prix qu'une GTX 1070 Ti et que vous n'avez pas un écran méga haute résolution, ok, vous pouvez la prendre. Ça reste mieux de prendre quelque chose de plus récent. Mais si elle coûte plus cher en Europe, si vous pouvez avoir des 1070 Ti en promotion parce qu'ils essayent de les déstocker pour genre à peine 300 €, prenez le 1070. Ça vaut juste pas la peine à ce moment-là. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera, mais je reste très partagé. Ils ont aussi annoncé par contre d'autres trucs plutôt intéressants, et c'est au niveau de G-Sync. Et alors là c'est finalement le... Ils ont fini par céder. On a gagné, en quelque sorte. Donc réjouissez-vous, le consommateur a gagné. Nvidia va enfin supporter FreeSync. Plus ou moins. En gros, ils vont apporter G-Sync sur les écrans FreeSync. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est FreeSync et G-Sync, FreeSync et G-Sync. Donc, FreeSync, c'est la version faite par AMD, mais qui laisse assez libre. Donc, ils font exprès de pas trop la contrôler pour que les gens, vraiment pour les autres marques, l'utilisent. Et G-Sync, c'est la version, par contre, très contrôlée d'NVIDIA. C'est NVIDIA qui contrôle tout. Eh bien, ces deux technologies permettent de tout simplement synchroniser le taux de rafraîchissement de votre écran avec celui de votre carte graphique.
par exemple, vous avez un écran 60 Hz, ok? C'est-à-dire qu'il peut tourner à 60 FPS à la seconde, 60 rafraîchissements à la seconde. Votre carte graphique, ben, peut-être que c'est pas la meilleure carte graphique et du coup, elle fait tourner le jeu à 50 FPS par seconde. Ben, le problème, c'est si vous envoyez 50 FPS dans un écran 60 FPS, ben, il y a de temps en temps, l'écran n'aura pas une nouvelle image à afficher. Du coup, il va afficher l'ancienne image qu'il avait reçue et du coup, vous allez avoir des fois du screen tearing que vous avez, où vous avez basiquement un peu techniquement deux nouvelles images affichées en même temps qui se superposent un peu. Vous voyez, c'est assez... pour ceux qui ont déjà eu, vous comprendrez, mais c'est assez déstabilisant et pas très beau à voir. Et ça rend en fait le jeu moins fluide parce que juste l'écran affiche des images qui ne servent à rien. Avec G-Sync ou FreeSync, ce que ça va faire, votre carte graphique va envoyer 50 images, votre écran va accepter 50 images et afficher 50 images à la seconde. Donc son taux de rafraîchissement va bouger. Alors, FreeSync, comme c'est gratuit, c'est pas forcément la meilleure technologie parce que il y a beaucoup de libertés en fait qui sont données. Donc certains écrans FreeSync, par exemple, ont une plage de rafraîchissement de même pas genre 45 Hz à 60 Hz. Ça veut dire que dès que vous descendez en dessous de 45 Hz, FreeSync ne sert plus à rien sur cet écran-là. Donc vous voyez, c'est pas énorme. D'autres écrans, par contre, ont des très bonnes plages. Il y a même aussi FreeSync 2 qui est sorti depuis, où ils obligent un petit peu plus les marques à avoir des plages un peu plus hautes. Donc vous avez par exemple des écrans qui peuvent descendre à 30 Hz et peut-être monter jusqu'à le taux de rafraîchissement de l'écran qui est peut-être de 120 Hz. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Mais ça varie d'un écran à l'autre. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de standard. Alors que G-Sync, à côté de ça, c'est très contrôlé. C'est-à-dire que les écrans sont obligés de respecter des plages beaucoup plus strictes, enfin beaucoup plus grosses et beaucoup plus strictes. Mais en échange de cela, ou plutôt le coût de ça, c'est que vous devez avoir un module G-Sync dans l'écran. Et ce module G-Sync coûte cher, genre vraiment cher, genre une centaine d'euros en plus sur l'écran à l'achat, juste pour ce module-là. Et si vous voulez des écrans 4K 120 Hz, ce module qui supporte le HDR coûte 400 euros. Je déconne pas. Vous avez des écrans 4K 120 Hz qui existent, même 144 Hz, qui sont sortis récemment, qui sont à 2000 euros. Eh bien, un quart du prix, c'est le module G-Sync. Je déconne même pas. Donc, ça fait cher, ça fait cher. Vous pouvez même en trouver du coup des écrans qui ont exactement les mêmes specs pour genre beaucoup moins cher parce qu'ils ont juste FreeSync 2 qui supporte aussi le HDR pour information. Donc ouais. Du coup, j'en arrive à cette histoire. Basiquement, Nvidia a testé pas mal d'écrans FreeSync. Et ils ont validé certains pour G-Sync. Donc vous avez la liste là, il y en a 12. Donc cela, si vous les branchez dans une carte graphique Nvidia, G-Sync va s'activer par défaut. Genre comme si c'était un écran G-Sync. Donc ça c'est génial. Ensuite, vous avez d'autres écrans qui sont genre, qui ont été testés mais qui n'ont pas été validés. Peut-être qu'ils ont des petits problèmes ou autre chose, ou juste parce que Nvidia ne considère pas qu'ils atteignent les standards de qualité de G-Sync. Donc peut-être qu'ils ont juste une plage de rafraîchissement trop courte. Cela, vous pourrez activer vous-même. D'ailleurs, à partir de la sortie de driver du 15 janvier, vous pourrez activer G-Sync manuellement dessus, mais c'est pas forcément recommandé. Et puis vous avez les écrans genre testés qui ont fail complètement, genre il y a des problèmes, genre vraiment il y a des trucs qui flashent, ou juste ça marche tout simplement pas, et cela, vous pourrez quand même l'activer, mais juste Nvidia vous le recommande vraiment pas. Et puis, du coup, ils ont créé différentes versions de G-Sync, du coup, en échange de cela. Vous avez du coup le G-Sync Ready, ou je sais pas quoi, qui du coup sont les écrans testés qui marchent plutôt bien. Vous avez les écrans G-Sync normal, on va dire, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais eux c'est genre avec le module G-Sync normal. Et puis vous avez G-Sync Ultra, qui est basiquement des écrans G-Sync avec le modèle HDR, donc le truc qui coûte hyper cher. Donc voilà, c'est basiquement l'histoire. Donc oui, Nvidia supporte enfin techniquement FreeSync, en se l'appropriant un petit peu techniquement, mais c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que les possesseurs d'écran FreeSync, peut-être qu'il y a des gens qui ont... Je veux dire, il y a tellement d'écrans FreeSync maintenant, en fait, que vous pouvez même en acheter, même si vous n'avez pas besoin, parce qu'ils coûtent réellement moins cher. Donc peut-être que vous avez un écran G-Sync, un écran FreeSync, et que vous avez une carte graphique Nvidia. Donc réjouissez-vous, peut-être que vous pourrez l'activer et en profiter. Donc génial. Ça veut dire aussi que si vous cherchez un nouvel écran, vous n'êtes plus obligé de prendre un écran G-Sync, surtout si vous n'avez pas le budget. Juste vérifier que il est sur la liste, ou juste vérifier des gens sur les forums ou autre chose qui ont déjà testé avec leur carte graphique Nvidia. À partir du 15 janvier, on devra avoir pas mal de tests là-dessus. À mon avis, beaucoup de gens vont tester, beaucoup de sites aussi vont certainement tester.
Et bah, du coup, plus de pouvoir pour le consommateur, donc ça c'est cool. Bon, après, évidemment, ça aurait pu être évité si Nvidia avait supporté directement FreeSync, mais bon, réjouissons-nous de cette nouvelle, mais j'ai pas envie de dire félicitations Nvidia ou autre chose. J'ai envie de dire merci Nvidia, parce qu'ils l'ont quand même fait, mais selon moi, il faut pas les féliciter de faire quelque chose qu'ils auraient dû faire. Mais il faut quand même les remercier. Et c'est à peu près tout. Voilà. Donc ça, c'est... Franchement, moi je dis ça, c'est génial. Et c'était à peu près tout au niveau de leur présentation d'ailleurs. Ils ont un peu parlé IA et tout ça, évidemment, comme d'habitude, mais c'était basiquement RTX 2060 et G-Sync. Et ensuite, on a la présentation AMD. On va commencer par la Radeon 7, qui est la nouvelle carte graphique d'AMD. Alors, il y avait beaucoup de hype au niveau de cette carte graphique. Beaucoup de hype que les gens se sont hype eux-mêmes. C'est un peu un problème des fois avec AMD. C'est pas le problème d'AMD, mais c'est le problème avec AMD, du fait que les gens se hype tout seuls, vous voyez, genre... Ils se disent ça va être génial, ils vont faire des trucs incroyables ou autre chose. Alors que, basiquement, AMD est juste en mode, on va présenter une nouvelle carte graphique. Et évidemment, ils disent pas, on va présenter une nouvelle carte graphique qui est nulle ou autre chose. Ils disent juste, on va présenter notre nouvelle carte graphique qui est pas mal et tout. Et après, les gens prennent ça et puis se disent, ça va être génial, ils vont défoncer Nvidia ou autre chose, ça va être incroyable ou autre chose. Et comme à chaque fois, depuis quelques générations, ben, c'est des bonnes cartes, mais juste pas non plus, genre, qui révolutionne le milieu ou autre chose. Mais bon, c'est pas grave, selon moi, parce qu'il suffit pas de se hype tout seul comme ça. Beaucoup de gens s'étaient hype tout seul. Bon, du coup, ils ont introduit la Radeon 7, qui est la première carte graphique d'ailleurs au monde en 7 nanomètres, sur l'architecture Vega. Donc ça veut dire que c'est la même architecture corrigée des Vega 56 et 64, ce qui est un petit peu décevant parce qu'on s'attendait justement... Beaucoup de gens s'attendaient en tout cas à une nouvelle architecture, enfin la nouvelle architecture qui devait sortir justement. Donc ça c'était un peu décevant. Et du coup, c'est basiquement une Vega avec un petit peu moins de stream processeur. Mais ça c'est moins grave parce qu'elle fonctionne à une fréquence beaucoup plus haute. Elle a aussi du coup une surface beaucoup plus petite évidemment parce qu'elle est gravée en 7 nanomètres par rapport aux 14 nanomètres il me semble sur justement Vega, voilà 14 nanomètres. Elle a de la mémoire HBM2, 16 Go de 8 Go cette fois-ci, et du coup, elle sort au prix de 699 $. Alors, premier problème, 699 $, c'est exactement le même prix de sortie qu'une RTX 2080. Alors, vous allez me dire, du coup, est-ce qu'elle est aussi performante qu'une RTX 2080? Selon eux, oui. Selon ce qu'ils ont aussi présenté, vous avez une news un peu là-dessus, ils ont sorti des chiffres qui comparent par rapport à la Vega 64. Donc évidemment, ils se comparent par rapport à eux-mêmes parce que ça fait plus joli sur les graphes. Et selon la moyenne de différence de performance, elle devrait être à peu près au même niveau qu'une RTX 2080. Pas dans tous les jeux, évidemment, parce que dans certains jeux, ça va varier tout ça. Du coup, vous allez me dire, alors ça va encore. Je trouve pas vraiment, parce que le truc, c'est que quand la RTX 2080 est sortie, les gens l'ont dit, elle est juste trop chère en fait. Elle coûte le prix d'une 1080 Ti, elle a le même niveau de performance, et elle apporte juste le ray tracing, qui est pas hyper utile parce qu'il y a 2 jeux qui le supportent. Du coup, les gens étaient en mode, elle aurait dû sortir à 500 et des dollars, 500 et des euros, parce que sinon, elle vaut pas la peine. Et surtout en Europe, en plus, je vous rappelle, on a la taxe européenne hein, et tout ça, et elle coûte 800, 900 euros. Alors vous pouvez en avoir à 750 euros, il me semble, mais la plupart sont à 800 euros pour information, et c'est juste énorme. Et du coup, les gens s'étaient déjà plaints à la sortie de la RTX 2080 qu'elle était trop chère en fait. Du coup, le fait qu'AMD se mette au même prix, ce qui est logique quand on y pense, parce que c'est genre, vous essayez de vous mettre au même prix que votre concurrent avec le même genre de produit. Mais non, parce que là, du coup, ça déçoit les gens, en fait, parce que les gens se disent, elle est juste au même prix, en fait, et elle n'a pas le ray tracing ou je ne sais quoi, elle consommera certainement plus d'énergie, donc c'est un peu décevant, en quelque sorte, et c'est ça qui a un peu déçu les gens. Et surtout, en plus, il y a des décisions qui peuvent être discutables. Par exemple, ils ont mis 16 Go de RAM en HBM2, mais là, vous pourrez être en mode, est-ce qu'on a vraiment besoin de 16 Go? Ok, c'est une carte graphique haut de gamme. Ok, elle est faite pour certainement des jeux très haute résolution et tout ça, mais est-ce qu'on a vraiment besoin des 16 Go? Surtout que la HBM2 coûte... Et c'est ça, en fait, son problème aussi, c'est que la HBM2 coûte très cher. Pour information,
8 Go d'HBM2 sur la Vega 64 et 56 coûtait déjà plus d'une centaine de dollars. Juste le coût de fabrication, hein. C'est même pas oh, le coût de fabrication, recherche, développement. Non, juste pure fabrication, une centaine de dollars. C'est énorme hein, d'un point de vue production, pour information. C'est-à-dire que là, avec 16 Go, ça doit coûter genre plus de 200 dollars juste pour produire la RAM. Donc ça veut dire qu'il pourrait limite baisser le prix d'une centaine de dollars juste en retirant 8 Go de RAM, qui ne serait même pas forcément utile pour tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'il devrait faire. Je pense qu'il devrait sortir une Vega 7 Lite ou je ne sais quoi avec juste 8 Go de RAM, parce que ça vaut juste pas la peine aussi. Non, parce que là, vous êtes en mode, ben, ok, je dois acheter une carte graphique. Je peux acheter une Vega 7 ou alors je peux acheter une RTX 2080. Elles sont au même prix. Ok, il y en a une qui a plus de RAM, mais il y en a une qui supporte le ray tracing, qui est une technologie qui, normalement, dans le futur, sera bien. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Il y en a une qui consomme moins, il y en a une qui consomme plus. Laquelle je prends? Bah, la plupart des gens, je pense qu'ils vont juste se dire, bah, je prends la Nvidia parce que Nvidia est plus connue ou autre chose, quoi. Et c'est décevant pour AMD, mais c'est prévisible. Je veux dire, c'est prévisible. Les gens s'attendent plutôt qu'AMD soit toujours un peu moins cher pour le même niveau de performance. Surtout pour une carte graphique qui était décevante. La RTX 2080, selon moi, elle était décevante parce que, basiquement, elle n'apportait rien par rapport à une 1080 Ti, à part juste le ray tracing, et c'est pas incroyable à l'heure actuelle. Donc, ouais. Quoi qu'il arrive, j'espère que à la sortie, on va avoir une différence de prix parce que Nvidia ne respecte pas forcément le 699 dollars. Hein. Encore une fois, ils annoncent à 699 dollars et puis magiquement, ça passe à 800 dollars à la sortie. Donc, j'espère que justement, cette Radeon 7 sera réellement à 699 dollars. Et du coup, en Europe, elle sera à 699 euros. Donc, elle sera moins chère qu'une RTX 2080. Ou sinon, ben, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui seront très intéressés. Et j'espère vraiment qu'ils feront une version 8 Go parce qu'il y aurait totalement un intérêt pour ça. Et aussi, ben, j'espère qu'ils vont se dépêcher à sortir une nouvelle genre architecture parce que l'architecture Vega marche, mais elle a pas mal de problèmes. Je pense que c'est un bon... Il y a quelque chose d'intéressant dedans, mais c'est juste genre... Il leur faut quelque chose de nouveau. Et ben, j'espère qu'il y aura quelque chose de nouveau. Ensuite, toujours au niveau d'AMD, ils ont aussi un peu parlé de Ryzen 3e génération, donc, qui utilise les cores Zen 2 par information. Donc pour resituer un petit peu plus facilement, on va refaire un résumé. Zen 1, c'est Ryzen 1. Zen Plus, c'est les Ryzen 2, donc c'est un Zen modifié. Et Zen 2, donc qui est le vrai, techniquement, une nouvelle génération en quelque sorte, c'est les Ryzen 3. Du coup, ce sera engravé en 7 nanomètres, il y aura le PCI Express 4.0, et ça devra arriver mi-2019. C'est prévisible, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à une présentation, et j'étais en mode, mais... je veux dire, si vous regardez le Ryzen 7 2700X que j'ai, est sorti en avril 2018, ça veut dire que vous n'aurez pas, ben, évidemment, son remplaçant avant avril. C'est logique, genre... on respecte ici le cycle de 1 an, vous voyez, genre tous les ans, on sort quelque chose. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi autant de gens s'attendaient à une véritable full présentation, mais on a quand même eu des informations qui sont plutôt intéressantes. Alors, ils n'ont pas montré de modèle 16 cœurs ou autre chose, ils ont montré un modèle 8 cœurs, 16 threads, comme le 2700X donc, mais ils ont montré des trucs très intéressants. Notamment le fait qu'ils ont montré une démo face à un i9 9900K sous Cinebench, donc Cinebench qui est quand même genre... Cinebench est assez équilibré au niveau performance, je veux dire, il sait tirer parti de chaque cœur ou autre chose, donc il est plutôt bien optimisé, donc même des processeurs qui peut-être ont moins de puissance en monocœur s'en sortiront quand même plutôt bien, donc il faut tenir compte de ça. Mais sous Cinebench, le Ryzen 3 qu'ils ont présenté, qui n'est pas encore finalisé, hein. Ils ont même pas annoncé la fréquence parce que c'est pas encore finalisé. Il a fait avant, d'ailleurs, dans le pré-briefing, donc ça c'était juste pour la presse, sans annonce ou autre chose, c'était en mode privé. Il a fait 2023 et le i9 2042, et genre sur scène, pendant qu'ils l'ont présenté, il a fait 2057 et le i9 2040. Donc on sait que le i9 était à 4,7 GHz parce qu'ils ont dit qu'il n'avait pas d'overclocking ou autre chose, il était à sa fréquence. Alors, ils ont dit qu'il était à sa fréquence de base,
Mais selon le score, on sait que c'est... Il fait ce score-là, en fait, quand il a son boost de 4,7 GHz, mais c'est techniquement sa fréquence de base, surtout que c'était sur une carte mère Asus, donc il va forcément à cette fréquence-là, même si vous ne touchez à... Enfin, si vous ne touchez à rien, que vous le mettez dans la carte mère, il va aller à cette fréquence-là. Donc on sait que c'est à 4 GHz qui tournait, enfin 4,7. Et comme vous pouvez voir, le niveau de performance est très proche. Alors, qu'est-ce que ça veut pouvoir dire? Bon, déjà... Ça pourrait dire que AMD a encore mieux amélioré son multithreading, qui était déjà meilleur qu'Intel pour information. C'est-à-dire qu'un processeur AMD se débrouille beaucoup mieux quand il utilise, donc il fait tourner 2 threads sur un seul cœur comparé à Intel. Donc peut-être qu'ils ont encore amélioré ça, ou qu'il est juste bien meilleur que celui de Intel. Ou alors ça veut dire qu'ils ont une bien meilleure fréquence sur ce Ryzen justement 3e génération. Donc peut-être au-delà de 4 GHz, largement au-delà de 4 GHz, peut-être justement 4,6, 4,7 ou autre chose, pour atteindre le même niveau de performance. Ou alors peut-être que juste ils ont vraiment amélioré les performances pures du processeur. Donc l'IPC, c'est vraiment les performances pures du processeur. C'est carrément, en gros, c'est l'IPC, c'est les instructions per clock en anglais, donc c'est les instructions par horlogeage, on peut dire, en quelque sorte. Donc, ça veut dire que, basiquement, vous n'augmentez pas la fréquence du processeur, vous lui permettez juste d'exécuter plus de tâches en une seule exécution autorisée. Enfin, non, c'est mal exprimé comme ça. Donc, si le processeur fonctionne à 1 Hz, ok, donc il fait une chose chaque seconde, cette chose, ça peut être, par exemple, une grosse opération, ou ça peut être plein de petites opérations ensemble. Mais quand vous améliorez l'IPC, ça veut dire que vous pouvez faire encore plus d'opérations. Mais la fréquence est toujours la même. Vous voyez un petit peu le principe. C'est justement pour ça qu'Intel a toujours un avantage en monocœur. Ils ont un meilleur IPC. Ça veut dire qu'ils ont plus... Ils arrivent à mieux exécuter ou exécuter plus d'opérations, voilà, en un seul cycle d'horloge. Donc là, ça veut dire qu'ils l'ont certainement amélioré. Ils en avaient parlé sur justement Epic, qu'il avait justement amélioré de 15%, plus ou moins. Et avec rien qu'une augmentation de 15% pour information, ça les plaçait pas très loin justement des architectures actuelles d'Intel. Donc à mon avis, c'est un mélange... Selon moi, c'est un mélange un peu de tout. Le multithreading d'AMD est meilleur, quoi qu'il arrive. Ils ont aussi une meilleure fréquence de base, peut-être 4,4, 4,5 GHz. Surtout que là, bon, ils n'ont pas annoncé la fréquence, donc peut-être qu'ils l'ont un peu mis plus haut que ce qu'ils vont le sortir. Hein. Ça, il faut le tenir compte aussi. Soit il sera plus haut à la sortie niveau fréquence, ou soit il sera un petit peu plus bas parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas tenir cette fréquence. Donc ça va dans les deux sens. Et aussi, ils ont un meilleur IPC. Je pense que c'est une combinaison de ces 3 trucs qui fait que il a à peu près le même score. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il aura les mêmes performances en monocœur, parce que comme je dis, le multithreading d'AMD est meilleur, mais on n'en est plus très loin. On en est vraiment plus très loin. Et le truc le plus intéressant, par contre, c'est qu'ils ont affiché la consommation en direct de tout le PC, pour information, il me semble, oui, c'était tout le PC. Et du coup, on a pu voir que la plateforme sur Zen 2 consommait 130 watts en full charge pendant Cinebench, et le i9 était à 180 watts. Alors évidemment, c'est les chiffres d'AMD, mais en général, quand ils donnent ce genre de chiffres directs, c'est jamais traficoté, parce que les gens pourraient vérifier plus tard, et ils pourraient se faire attaquer en justice, pour information. Donc, quand ils donnent des chiffres un peu vagues, ils restent très vagues, en fait. Genre, ils prennent que certains... Ben, par exemple, ils ont pris que Cinebench ici, donc vous voyez, c'est très spécifique. Quand ils traficotent les résultats, c'est ce qu'ils font. Ils prennent des trucs très spécifiques qui mettent en valeur leurs produits. Mais ils ne traficotent jamais vraiment directement les tests, parce que c'est plutôt dangereux quand vous êtes une société, parce que vous pouvez genre vous choper des assez grosses conséquences au niveau d'attaque en justice ou autre chose. Même si évidemment certaines marques l'ont déjà fait par le passé. Hein. Mais c'est très rare quand ça arrive, parce que déjà le nombre de personnes la mauvaise réputation qui se ferait, parce que quand ce processeur va sortir, ça va être testé, donc si on se rend compte que c'était faux, ce sera testé et ce sera démontré qu'ils avaient menti, donc ça ne vaut pas la peine en réalité. Mais c'est très intéressant, de toute façon Ryzen avait déjà été prouvé comme étant plus efficace niveau énergie, donc là on est à 130 watts au lieu de 180 watts, c'est tout le système, donc ça veut dire que
ils ont fait un petit calcul. Ils ont mis une astérix aussi. Ils ont fait un petit calcul à Nantech parce qu'ils ont déjà évidemment le i9 en main parce qu'il est déjà sorti. Et selon leur calcul à eux, ça veut dire que le i9 sera à 125 watts de consommation, donc en retirant le reste du système, la carte mère et tout ça. Et que du coup, le Ryzen 3e génération, lui, sera à 75 watts. Donc, vraiment très impressionnant. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec Ryzen 2. Il est assez efficace niveau énergie et tout ça. Donc, c'est très impressionnant. Après, on verra bien. C'est basiquement ce qu'ils ont présenté. Ils ont aussi montré une photo du processeur sans son petit capot, là. Alors, devinez où est le processeur. Est-ce que le processeur, c'est le gros rectangle ou est-ce que c'est le petit rectangle? Vous avez dit le gros rectangle, vous avez perdu. C'est le petit rectangle. C'est assez étonnant, mais oui. Ça, c'est les Wickers du CPU sont là-dedans. Alors, vous allez me dire, hey, ça veut dire que la chaleur se génère sur un seul côté du processeur? C'est pas... En réalité, ça va encore parce qu'il y a une plaque en métal par-dessus qui est en cuivre, par information. La chaleur va se répartir quand même. C'est pas hyper grave. Mais ce qui est très intéressant, donc ça, c'est le contrôleur mémoire pour information et aussi tout ce qui est contrôleur encore, tout ce qui prend un peu de place mais qui n'a pas forcément besoin d'être intégré directement au processeur. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de distance quand même avec le processeur. Personnellement, je trouve que ça va encore, parce que c'est vraiment pas très loin, c'est un petit processeur, et non, il ne faut pas déconner non plus, mais il y a quand même un petit peu plus de distance, donc c'est-à-dire qu'il y aura légèrement plus de délai au niveau de l'accès RAM, ce qui n'est pas forcément un problème parce que déjà avec les Ryzen 2e génération, il y avait déjà un petit peu de délai parce que, comme j'en avais parlé la semaine dernière, hein, que les processeurs Ryzen sont dans des sortes de... C'est les CCX, donc ils sont répartis par 4 cœurs ensemble, hein. Et ça veut dire que s'il y a 4 cœurs qui veulent accéder à la RAM qui est contrôlée par les autres 4 cœurs, ben, il y a un petit peu de délai qui se fait. Ici d'ailleurs, les CCX visiblement vont passer à 8 cœurs. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'il y aura moins de délai sur la RAM de manière générale, même s'il y a ce délai-là, évidemment, dû au fait que le contrôleur mémoire est un peu plus loin. Et aussi, ça veut dire que ça permettra une densité de cœurs plus importante. Comme vous pouvez le voir, il y a clairement... et ils l'ont montré après, il y a clairement la place pour un deuxième processeur juste à côté, ou un deuxième set de Wicker juste à côté. Donc selon moi, la théorie que... Enfin, la raison pour laquelle ils ont fait un petit peu ça, c'est tout simplement parce que, ça reste ma théorie évidemment, comme ça sort mi-2019, et que Intel va certainement refresh sa gamme actuelle de processeurs, donc remplacer le i9 9900K par un plus gros processeur d'ici la fin de l'année, parce que ça correspond, c'est un an plus tard par rapport à la sortie de leur i9. AMD en fait veut sortir d'abord un Wicker au milieu de l'année, qui a basiquement les mêmes performances que le i9, peut-être même plus, on ne sait jamais, espérons, et du coup concurrencer pas mal Intel, parce qu'évidemment ils sortiront moins cher, donc ils vont forcer un petit peu la main d'Intel là-dessus. En plus, Intel a toujours un peu des problèmes de production, donc c'est pas idéal pour eux. Et puis, fin d'année, ils vont juste être quand Intel va annoncer peut-être un 10 cœurs, 12 cœurs, ou juste un plus gros processeur, et bien ils vont être en mode, ok, on prend ça, et on en met un deuxième, et maintenant on a un processeur 16 cœurs, ou 12 cœurs, hein, parce qu'ils sont pas obligés de passer à 16 cœurs tout de suite, et en gros, apporter beaucoup plus de concurrence. Parce que aussi, pour AMD, c'est plus intelligent de faire ça parce que, en attendant, le problème, c'est que s'ils sortaient un 16 cœurs tout de suite, ils diminueraient la vente de processeurs Threadripper, qui sont aussi en 16 cœurs à 900 €. Du coup, selon moi, AMD prend un peu plus d'intelligence là-dessus, c'est qu'ils essaient de pas trop foutre en l'air leur propre gamme et tout ça. Et du coup, c'est plus intelligent de sortir d'abord un Wicker qui est largement suffisant, qui aurait même s'il n'est pas au même niveau de puissance qu'un i9, le i9 actuel, juste s'il coûte beaucoup moins cher, ça vaut largement la peine. Surtout qu'ils ont amélioré pas mal de choses. Et ça ne doit pas leur coûter très cher à produire en plus. C'est aussi un avantage. Hein, parce que même s'ils le sortent au même prix, mais que ça leur coûte moins cher à produire, ils gagnent de l'argent. Donc ils feraient certainement ça. Et puis, comme je le dis, fin d'année, peut-être un 16 cœurs ou un 12 cœurs selon ce que Intel va sortir. Mais... clairement, je veux dire, quand vous regardez ça, c'est logique
qu'ils ont mis ça plus haut. Parce qu'il n'y a aucune raison de le mettre plus haut s'ils ne prévoient pas d'en mettre un deuxième. C'est juste genre, autant le mettre juste en face, en fait. Ce serait plus logique d'un point de vue dissipation de chaleur, ce serait plus logique d'un point de vue accès, parce que le cœur qui est là-haut, qui doit accéder à peut-être la partie qui est en bas ici, il y a plus de distance. Donc, c'est illogique de faire ça si ils ne veulent pas mettre un deuxième CCX, on va dire, juste à côté. Ou en tout cas, un deuxième module de cœur, en tout cas. Donc, ouais. Dans tous les cas, c'est plutôt intéressant. Évidemment, c'était pas autant d'informations que les gens voulaient, mais c'est plutôt intéressant. Et selon moi, vraiment, on va arriver à une situation où on aura peut-être ça. Mais pas tout de suite. Et c'est pas forcément très grave parce que, encore une fois, ici, le but d'AMD, ça reste de faire de l'argent. C'est une compagnie. Et juste sortir toutes ces cartes d'un coup n'est pas très intelligent. Là, c'est beaucoup plus intelligent de sortir en plusieurs fois. Et encore une fois, les processeurs AMD sont rétrocompatibles avec les anciennes cartes mères. Donc, même si vous voulez passer à cette nouvelle architecture, vous pourrez juste avec une mise à jour de BIOS. Alors, ils n'ont pas quand même précisé si on pourrait mettre ce genre de processeur dans une carte mère en X370 ou autre chose. On verra bien, mais voilà, on verra bien. Et enfin, une dernière news, c'était un peu mon top du CS selon moi. Des choses que vraiment j'étais en mode, oh, c'est pas mal ça. Et en plus de présenter évidemment au niveau hardware tout ce qui était Intel, AMD et Nvidia. Un dernier truc qui m'a pas mal intéressé, c'était l'Alienware Area 51M, qui est donc le nouveau portable gaming d'Alienware. Alienware, c'est Dell pour information, qui du coup amène des cartes graphiques RTX, des processeurs 9e génération, donc sympa hein, évidemment. Mais le plus intéressant avec cet ordi portable, bon, le design, faut aimer. Personnellement, ça va, je suis pas trop dérangé. Ça reste sage niveau design quand même, comparé à certaines marques qui sont genre full RGB ou autre chose. Et ce qui est très intéressant par contre avec cet ordi portable, je sais pas s'il le montre. Là, ah non, il le montre pas. Oh, c'est dommage. En gros, à l'intérieur, vous avez un socket même plutôt, de vrais processeurs. Donc, le processeur n'est pas soudé sur la carte mère, il y a un socket. Vous pouvez ouvrir, changer le processeur par autre chose, et vous êtes tranquille. Alors, c'est pas forcément quelque chose que vous ferez forcément, parce que le truc, c'est que d'ici à ce que vous devriez changer le processeur, les nouveaux processeurs seront pas forcément compatibles avec. Donc voilà, mais ça vous permettra peut-être de, si vous êtes quelques années plus tard, si vous aviez pris peut-être le plus petit i9, de passer au tout gros i9, overclockable et tout ça, parce qu'il est en méga promotion, parce que c'est juste une vieille pièce qui traîne là, que personne n'en a besoin. Ça peut être intéressant. Mais le plus intéressant, il n'y a pas d'image, c'est dommage, mais en gros, ils ont fait un nouveau format pour la carte graphique qui est changeable. Donc en gros, la carte graphique n'est pas soudée sur la carte mère de l'ordi portable, elle est détachable. Et ça, c'est très intéressant par contre, parce que ça veut dire que vous pouvez réellement remplacer la carte graphique par une autre, même si même dans 5 ans, ça peut valoir la peine. Parce que s'ils gardent le même format, ce serait compatible. Et donc ça permettra de faire une vraie upgrade, surtout pour la carte graphique qui est la pièce qu'il faut upgrade en général. Si vous achetez un PC maintenant, ça peut valoir la peine de toujours améliorer la carte graphique d'ici 2 ans, 3 ans. Le processeur, pas vraiment, surtout en ce moment. Du coup, là, c'est plutôt intéressant parce que ce format d'upgrade pour information avait existé pendant un moment puis était mort parce qu'NVIDIA a fait exprès de le tuer. Donc, AMD, si vous pouviez sortir de bonnes cartes graphiques au niveau portable, ce serait bien. Enfin bref, en gros, c'était le format MMX, il me semble, oui. Qui était un format qui marchait plutôt bien, mais qui a été tué, comme je le dis, par Nvidia, parce qu'ils ne voulaient pas que les gens puissent upgrade comme ça. Même si selon la logique d'Nvidia, pour eux, ils gagnent quand même de l'argent. C'est plus les constructeurs d'ordinateurs portables qui ne devraient pas vouloir ça, mais bon. Dans tous les cas, ça permettrait d'améliorer la carte graphique et même d'améliorer le processeur si on veut. Évidemment aussi, ils avaient 4 slots de RAM, donc vous pouvez mettre genre il y a des sticks de 32 Go qui doivent arriver, donc vous pourriez mettre 128 Go de RAM là-dedans. Si vous le voulez, hein, vous faites comme vous voulez. Et c'est à peu près tout en fait. Ça reste un ordinateur portable assez classique. Mais il y aura un vrai Core i9 dedans par contre. Ce qui me laisse un peu dubitatif, je dois bien l'avouer, parce que genre le vrai Core i9, on l'a déjà vu, consomme pas mal, donc on verra bien. Et il y aura une RTX 2080.
personnellement, je pense que ça vaut plus la peine de prendre un plus petit processeur qui peut-être consomme moins et tout ça, et prendre une bonne carte graphique. Mais le fait de pouvoir l'upgrade, c'est vraiment génial, et je pense que, selon moi, c'est quelque chose de très intéressant comme produit. C'est pour ça que je l'ai inclus dans ce texte à ma show. Et sinon, ben, c'était à peu près tout. On a à peu près fini toutes les news, en tout cas moi, que j'avais d'intéressantes par rapport au CES. Il y a évidemment beaucoup plus de trucs qui ont été présentés. D'ici la semaine prochaine, s'il y a d'autres trucs que j'ai un peu manqué parce que j'ai pas eu le temps de tout voir, je vous en représenterai évidemment. Il y en aura certainement. Et aussi, alors on fera pas les lectures des commentaires aujourd'hui parce que ce show est déjà assez long avec tout ce que j'ai parlé du CES. Donc je vais en rester là. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouvera pour un prochain texte à ma show et je vous dis salut à tous.